Bonjour à tous. Alors Et attendez bienvenue. juste Géraldine, il y a juste pourquoi j'arrive pas à enregistrer, ça me fait pas. Alors, normalement, il a dit recording in progress, donc c'est bon, hein? Mais est-ce que C'est c'est bon. dans le cloud? C'est lancé, c'est lancé. Et on est en direct dans le webinaire, Ok, normalement. ça marche. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Atelier digital de donner des ailes à la santé. Aujourd'hui, on a choisi d'aborder avec vous la démarche égalité dans les établissements. Et je vais laisser présenter effectivement nos deux orateurs que sont Philippe Bagnols, qui est directeur général de l'hôpital de Béziers, et Sophie Barr, qui est directrice des affaires médicales de Montpellier, et qui sont tous les deux nos VP, nos vice-présidents de la démarche égalité dans l'association Donner des ailes à la santé. Merci à tous les deux d'animer cet atelier. Merci Géraldine, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Bagnol, je suis directeur, comme tu as dit, du centre hospitalier de Béziers, vice-président de Donner des ailes et je me suis engagé pour l'égalité entre les femmes et les hommes depuis à peu près 15 ans aujourd'hui. Donc je peux me prévaloir d'une certaine expérience en la matière. Et ce que je tiens à dire, c'est que si je me suis engagé en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est grâce à Sophie Barr, directrice des affaires médicales au CHU de Montpellier, aujourd'hui avec laquelle j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années et que je remercie d'avoir accepté de co-animer avec moi cet atelier aujourd'hui. Merci Philippe. Donc moi je suis Sophie Barre, je suis dame aujourd'hui. J'étais précédemment DRH et ça fait plusieurs années que je travaille sur les questions d'égalité et j'ai développé dans les établissements où j'ai travaillé des démarches égalité, des plans d'action égalité. Donc on va vous partager avec vous un certain nombre de d'éléments pour construire une démarche égalité dans les établissements. On va aussi rapidement présenter l'association Donner des ailes à la santé, qui est une association qui s'est constituée en juillet 2020 pour, vous le voyez, construire avec les acteurs de la santé un environnement favorable pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et favoriser les carrières des femmes médecins à l'hôpital. Cette association, elle est composée uniquement de bénévoles qui sont tous et toutes des professionnels de la santé, médecins ou membres des équipes de direction. On est une association soutenue par beaucoup de partenaires institutionnels notamment, et nous avons signé des chartes égalité et des partenariats avec de nombreuses ARS, avec plus de 100 établissements, avec la Direction générale de l'offre de soins. La charte égalité a été signée par plusieurs ministères, notamment le ministère de la Santé et le ministère de la Fonction publique. Donc c'est pour vous donner ce cadre d'action. On a des actions financées dans le cadre du Fonds pour l'égalité professionnelle. Donc on est très engagé dans toutes les actions de terrain et les actions aussi pour pouvoir influencer le système de la santé dans les plus hauts niveaux pour tous les sujets qui concernent l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, je suis allée un petit peu trop vite avec ma souris, organiser la présentation en deux temps. Un premier temps pour revoir des choses que peut-être vous connaissez déjà, c'est-à-dire les ressources qui sont à notre disposition pour agir en faveur de l'égalité et construire une démarche d'égalité au sein des établissements. Et un deuxième temps de présentation où on reviendra plus précisément sur comment élaborer et mettre en œuvre un plan d'action égalité avec des éléments qui sont travaillés dans l'association Donner des ailes à la santé et aussi un retour d'expérience de ce qui a pu être fait dans les établissements où ça a été fait, notamment où on a travaillé avec Philippe. Philippe, est-ce que c'est bon pour toi? C'est parfait. Je vois pas tout le monde, je le précise, parce qu'avec Zoom, on se peut pas se voir. C'est moi qui pilote le diaporama, donc on voit pas ni vos réactions. Moi, je vous vois pas. Donc les ressources pour agir, j'en ai listé un certain nombre et je les ai classées d'abord en reprenant le cadre législatif et réglementaire. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions d'égalité dans les hôpitaux, on n'avait pas tous ces éléments réglementaires que je trouve aujourd'hui vraiment facilitants pour amorcer les choses parce que bah, c'est obligatoire. Donc, il n'y a plus le sujet de la nécessité de convaincre de l'intérêt de ces questions-là
ou de les mettre en haut de la pile des dossiers qu'on a à traiter. En tout cas, vous le voyez, il y a eu une accélération depuis 2019 et la transformation de la fonction publique, cette grande loi qui a quand même beaucoup fait évoluer nos pratiques RH au sens large et qui est une vraie loi de transformation de l'ensemble des sujets de gestion et de pilotage des questions RH, qui prévoit beaucoup de choses en matière d'égalité. Il y avait évidemment avant des protocoles d'accord, il y en a eu un en 2013, un en 2018 relatif à l'égalité professionnelle. Je trouve que ces protocoles, ils sont encore assez méconnus alors qu'ils prévoyaient beaucoup de choses. Donc moi, je l'ai remis parce que ça peut quand même vous donner des idées, d'une part, de ce qui était demandé avant, de la progression dans laquelle on est aujourd'hui dans ce qu'on nous demande de mettre en œuvre, mais ça reste des documents de référence et qui peuvent être des guides ou en tout cas des sources d'informations intéressantes. Donc cette loi de 2019, elle a eu des textes d'application qui ont été parfois un peu tardifs puisqu'on était dans la période Covid. Donc c'est vrai que voilà, il y a des choses qui ont été mises en place de manière un peu plus décalée parfois dans les hôpitaux parce que entre 2019 et 2021, il y a eu la vague Covid qui a beaucoup mobilisé les hôpitaux, beaucoup mobilisé les directions, les services RH, la communauté hospitalière. Donc en tout cas, voilà, l'application concrète dans les hôpitaux parfois a été un peu décalée, mais les textes sont sortis. Donc, on a eu notamment le texte sur les modalités d'élaboration des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle, qui prévoit les thèmes, la périodicité, les pénalités si les établissements n'en produisent pas, et l'obligation de transmettre à l'ARS ce plan d'action égalité. Donc voilà, il y avait en 2021 aussi des choses qui étaient conditionnées par les ARS à la transmission de ce plan égalité, notamment quand on a eu tous les sujets autour des protocoles d'accord et des crédits. Donc ça a vraiment été quand même une nouveauté dans comment les établissements doivent rendre compte à leur autorité de tutelle, entre guillemets, de ce qui était fait en matière d'égalité. Je connais pas d'établissement qui a été pénalisé, en tout cas à qui on a appliqué les pénalités prévues par la réglementation si le plan d'action a été transmis. Donc j'espère que c'est parce que tout le monde a transmis un plan d'action égalité à son ARS. Il y a eu ensuite, en août 2021, vous le voyez, un texte sur la mise en place des référents égalité, avec les missions des référents égalité, la possibilité de mutualiser entre plusieurs établissements, donc qui a aussi formalisé cet engagement-là, puisque des référents égalité, c'était quelque chose qui était préconisé, mais c'était pas une obligation, c'est venu être rajouté et précisé dans ce texte-là. Il y a eu évidemment la loi du 19 juillet 2023 et donné des ailes à beaucoup travaillé et œuvré dans l'ombre pour que cette loi elle intègre tous les sujets autour de la fonction publique hospitalière et de la nomination des responsables médicaux, chefferies de pôle et de service. Donc ça, c'est la loi sur les nominations équilibrées avec des quotas de 40% et 50% en flux et en stock dans les nominations des dirigeants hospitaliers. Donc ça, chef de service, chef de pôle et directrice et directeur. Le décret qui est venu appliquer, et puis enfin l'index égalité, donc qui quelque chose qui existait dans le secteur privé, qui a mis un peu plus de temps à arriver dans la fonction publique hospitalière, qui existe aujourd'hui avec voilà, moi je trouve c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est encore quelque chose qui est compliqué à calculer. En tout cas, parfois quand on le calcule pour son établissement, on est un peu désolé de voir qu'on n'est pas à 75 sur 100 alors qu'on fait des politiques égalité. Donc, je pense qu'il y a des sujets quand même sur ce calcul de l'index égalité dans nos établissements. Mais en tout cas, c'est aussi une obligation de transparence et de rendre visibles ces sujets-là d'égalité ou d'inégalité. Donc, en ça, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qui est nouveau. J'ai pas noté le RSU parce que c'est voilà le bilan social existait déjà. Le RSU, moi, je considère que c'est un vrai progrès en matière d'égalité parce que les indicateurs sont genrés, parce qu'on est vraiment dans une analyse statistique dynamique. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on ait plusieurs occurrences de ce RSU pour pouvoir intégrer les résultats dans une politique égalité. Alors, quelques remarques complémentaires pour que Sophie puisse reprendre son souffle.
la première remarque que je voudrais faire, c'est que euh, depuis 2018, l'arsenal législatif et réglementaire a le mérite d'exister. Avant, il n'y avait rien, donc c'était assez compliqué, Sophie l'a dit, parce qu'on avait peu de repères. Aujourd'hui, le grand progrès, c'est que ces outils permettent d'agir. Alors, ces outils sont censés obliger à l'action. Par exemple, Sophie a cité le décret de 2020. Mais soyons clairs, le décret de 2020 n'a jamais été appliqué jusqu'au bout, puisque les établissements n'ont jamais été pénalisés s'ils ne transmettaient pas à l'ARS. Alors, je comprends, moi je suis directeur d'établissement, je, je, je ne peux pas regretter qu'une obligation ne soit pas appliquée, qu'une pénalité ne soit pas appliquée à un établissement, parce que évidemment aujourd'hui nous croulons tous sous des contraintes diverses, et que ça, c'est évidemment, même pour une bonne cause, c'est quand même une contrainte en plus. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça ne doit pas être appliqué, je dis simplement que ce cadre, en tout cas, permet d'agir. Il permet. Je pense qu'il n'oblige pas à agir aujourd'hui, mais il permet d'agir. Euh, un peu une remarque du même style sur l'index égalité. Il a le mérite d'exister. Je pense que l'équation est imparfaite. Techniquement, il a un tas d'éléments qui sont contestables dans le mode de calcul. Donc, il faudra revenir là-dessus, mais c'est effectivement un repère. Donc, il faut qu'on garde des repères qui nous permettent de nous évaluer, d'évaluer notre action. Mais clairement, l'index égalité est perfectible et il doit évoluer. Merci Philippe. Donc, d'autres éléments qui, pour moi, sont des ressources pour agir, pour concevoir une démarche égalité, pour alimenter les réflexions avec un groupe de travail, avec les personnes avec lesquelles vous pouvez travailler ces questions au sein d'un établissement. C'est une sélection tout à fait subjective. En tout cas, c'est celle que je vous propose parce qu'elle a fondé des réflexions, voilà, avec lesquelles moi j'ai, en tout cas, j'ai pu travailler dans les établissements. Donc, il y a tous les rapports du Haut Conseil à l'égalité qui sont vraiment une mine d'informations avec des publications régulières, mises à jour, des intervenants et des experts de ces sujets-là. Donc, c'est toujours vraiment intéressant pour essayer de comprendre aussi ce qui se joue dans les questions d'égalité et comment peut-être demain on aura une réglementation qui va tenir compte des rapports du Haut Conseil à l'égalité. Ils avaient travaillé par exemple sur la santé des femmes il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, on en voit des effets, mais ils avaient travaillé ces sujets-là il y a déjà quelques années. Il y a tout ce que publie ONU Femmes, qui est aussi une mine d'informations, de sujets qui peuvent être à l'international, mais finalement ça crée des ponts, ça ouvre aussi à des réflexions différentes. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail qui publie beaucoup de choses sur l'égalité, évidemment dans les entreprises privées, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses que l'on peut trouver et qui viennent compléter nos réflexions. On est dans le secteur public, mais le secteur privé parfois fait des choses remarquables. Et l'ANACT a aussi travaillé avec la HAS sur les questions de qualité de vie au travail. Donc c'est quand même une agence qui peut être une ressource pour nous. Et vous avez dans chaque région une agence régionale d'amélioration des conditions de travail qui publie des choses aussi très en lien avec une actualité régionale. Donc c'est vraiment pour moi voilà, des sites institutionnels très intéressants à suivre. Il y a tout ce qui est chiffres et statistiques qui sont publiés tous les ans. Donc vous avez les chiffres clés de l'égalité qui sont publiés par le ministère de l'égalité que vous retrouvez en ligne et qui sont mis à jour de manière très régulière. Donc il y a toujours un décalage dans l'année, un peu comme le bilan social pour nous. Et puis il y a aussi un rapport que moi je trouve très intéressant, c'est le rapport annuel sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique, où là vous avez un focus sur les trois versants de la fonction publique avec toutes des statistiques, mais il y a aussi des actions
des collectivités publiques qui sont prises en exemple ou qui voilà deviennent un thésaurus de c'est pas des modèles mais en tout cas c'est des sources d'inspiration de choses qui sont faites. On est sollicité, chaque établissement peut être sollicité par le ministère pour remplir une fiche et dire voilà ce qui a été mis en place et donc on peut trouver des choses dans des collectivités publiques, dans la fonction publique de l'État aussi des choses intéressantes, c'est voilà des actions et des exemples et c'est publié tous les ans. Il y a évidemment des enquêtes. Il y a le baromètre de l'Association Donner des ailes à la santé qui publie tous les ans un baromètre sur les sujets d'inégalité et qui est c'est des questions qui sont posées à un panel de médecins, donc on est vraiment au cœur des sujets qui intéressent les hôpitaux. Il y a eu une enquête de l'ISNI que je cite toujours parce que l'ISNI a quand même est très représentatif pour les internes. C'est une enquête de 2017 sur les études médicales sont-elles sexistes? Je pense qu'elle est toujours d'actualité. Il y avait eu beaucoup de réponses et elle permet quand même, quand on travaille ce sujet-là avec la communauté médicale, bah, de parler des internes, des seniors et de comment dans un hôpital on doit se préoccuper de des conditions d'études qu'on offre aux internes et aux étudiants en médecine. Et ce sujet-là de l'égalité est un enjeu majeur en termes d'attractivité médicale pour les hôpitaux. Il y a aussi le collectif Stop contre le sexisme, qui est une initiative du secteur privé, d'entreprises du secteur privé, qui publie des recommandations, qui fait des formations pour lutter contre le sexisme dans le milieu du travail. Ensuite, vous retrouvez aussi des chartes et des engagements. Évidemment, la charte égalité de donner des ailes à la santé. Il y a le collectif Femmes de Santé qui a aussi publié des documents qui sont des documents intéressants à consulter. Et enfin, un guide des étudiants en médecine sur particulièrement les VSS, qui est un guide et une charte assez récent, plus récent en tout cas que l'enquête de l'ISNI. Donc on voit bien que dans toutes les composantes de la communauté hospitalière, on peut retrouver voilà, par panel et des statistiques, des propositions et des chartes d'action. Il y a eu aussi, alors c'est un peu plus vieux, mais les élèves directeurs d'hôpital ont publié et ont travaillé en 2016 sur ce que, en tant que directeur, on pouvait faire dans un hôpital pour agir en faveur de l'égalité professionnelle. C'est assez ancien, mais c'est toujours d'actualité dans les propositions qui sont faites. Donc c'est pour ça que je vous le remets. On le trouve en ligne. C'est tout à fait facile d'accès. Ensuite, des guides de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique qui publient des guides sur plein de sujets qui nous intéressent en tant que dirigeants du secteur public. Et sur l'égalité et les VSS a publié plusieurs guides, donc mis à jour régulièrement aussi avec la réglementation. Il y a des exemples et puis c'est toujours des supports intéressants à consulter quand on veut créer des choses et que c'est pas forcément simple dans son établissement. Vous trouvez aussi pour la Fondation des femmes et le Centre Hubertine Auclair des statistiques, beaucoup de ressources documentaires, des formations en ligne, des choses qui sont gratuites et qui sont voilà qui peuvent parfois être intéressantes à consulter, soit parce que vous avez besoin de vous mettre à niveau de ces connaissances-là, mettre à niveau les gens avec lesquels vous travaillez, ou quand on a besoin de communiquer sur les questions d'égalité, ça peut aussi être intéressant de sortir un peu des réseaux que l'on connaît, des réseaux classiques du secteur hospitalier, d'aller regarder un petit peu au-delà ce qui est proposé. Donc la Fondation des femmes et le Centre Hubertine Auclair sont vraiment des références en la matière et vous pourrez trouver des choses intéressantes pour travailler, vous former, former vos équipes et puis vous inspirer aussi de choses qui peuvent être proposées ailleurs. Je voudrais mettre l'accent plus particulièrement sur l'enquête de l'ISNI dont Sophie a parlé, qui date de 2017, mais qui, je crois, a eu un énorme impact en termes de prise de conscience sur le sujet de l'égalité et sur la manière dont les internes étaient traités dans le cadre de leurs études. Je ne sais pas si cette enquête est toujours accessible, toujours Oui, oui, disponible. oui, elle est sur le site de l'ISNI. Voilà, donc je vous invite à aller la consulter parce que ça a été vraiment une démarche qu'il faut relever d'abord parce qu'elle procédait d'un courage
remarquable parce que quand on est interne, quand on est soumis à un processus d'évaluation continue, et j'avais été, moi, beaucoup marqué par cette démarche-là, par la personne qui l'avait conduite, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. C'est Alizé Porto, qui est cardiologue à Marseille. Je ne sais pas si Voilà, Géraldine la connaît. voilà, qui est aujourd'hui à Marseille. Et je relève ça parce que pour avancer sur les démarches égalité, on a bien entendu le sujet de l'arsenal réglementaire, législatif, la documentation, tout ce qui peut exister, mais rien ne remplace l'engagement des femmes et des hommes sur ce sujet. Et l'enquête de l'ISNI en 2017, c'est un emblème de cet engagement-là. D'autres textes qui sont aussi des éléments importants à prendre en compte. Il y a le cahier des charges de l'AFNOR pour le label égalité, qui est aussi même si vous voulez pas ou que vous ne pouvez pas pour l'instant vous inscrire dans une démarche de labellisation égalité, c'est quand même un cahier des charges qui est intéressant parce que il balise tous les sujets importants. Donc ça permet aussi parfois juste de checker qu'on n'a pas oublié quelque chose d'important, puisqu'ils viennent vérifier des choses qui seraient obligatoires à mettre en place. Donc ça peut être voilà quelque chose qui facilite aussi la construction d'un plan égalité. Le Autre label, texte de pardon, référence. Sophie, le cahier des charges AFNOR, ça Oui. peut, à mon avis, être le début ou la fin d'une démarche. Le début, parce que ça peut servir de guide, ça peut être aussi, à la fin, une manière de valider une démarche, un engagement pour l'égalité. Pardon de t'avoir interrompu. Ensuite, il y a le guide de certification de la Haute Autorité de Santé qui parlait déjà du dispositif de signalement qui devait être mis en place et qui aujourd'hui intègre un critère sur les violences sexistes et sexuelles. Et enfin, le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. Donc on est au milieu de ce plan qui pour la première fois parlait de culture de l'égalité qui, dans le plan égalité, parlait de la lutte contre les violences faites aux femmes, de la santé des femmes et de l'égalité professionnelle et économique, avec des sujets comme une maison des femmes par département. Les maisons des femmes, ce sont dans les hôpitaux. Donc on voit bien qu'il y a des sujets un peu différents qui sont arrivés dans ce plan interministériel et qui intéressent les hôpitaux. Et enfin, l'actualité. Euh, on a mis ça parce que l'actualité, c'est une source d'inspiration ou quelque chose sur lequel on peut rebondir. Par exemple, hier et ce matin ont été publiés des articles et des dépêches sur la révocation de deux médecins par le CNG dans le cadre d'une enquête disciplinaire sur une situation de violence sexiste et sexuelle dans un hôpital. Ben, c'est un sujet voilà intéressant. Moi, par exemple, je l'enregistre cet article-là et je sais que si je travaille sur les VSS, je vais en parler. Donc, ça permet l'actualité, que ce soit voilà que dans le secteur hospitalier ou ailleurs, de pouvoir entamer un débat, démarrer une réunion, poser un cadre. Donc, il faut pas hésiter parce que l'actualité, elle est quand même assez riche sur ces questions-là. Donc, ça peut nous permettre de travailler ces questions-là dans les établissements dans lesquels on est. Parce que, comme l'a dit Philippe, hein, le cadre réglementaire, il est beaucoup plus simple et il est facilitant aujourd'hui dans tout ce qui peut être fait, mais il ne peut pas se substituer à un engagement réel pour faire une politique égalité. C'est-à-dire que les textes obligent à faire un plan d'action. Un plan d'action, ça peut ne pas être une politique et une démarche égalité. Donc il faut vraiment un petit plus. Et ce petit plus, parfois l'actualité, elle permet de rappeler qu'il est absolument nécessaire pour que cette démarche égalité, ça ne soit pas qu'un plan d'action qu'on a rédigé, qu'on a fait valider en instance, et que peut-être parfois on oublie dans le quotidien ou les urgences que l'on a les uns et les autres à gérer. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de notre présentation qui est sur élaborer et mettre en œuvre un plan d'action en faveur de l'égalité. Philippe, je te passe peut-être la parole pour... Oui. Alors, la première ligne de cette diapo, Sophie vient de l'introduire en fait.
le début d'une démarche, quelle qu'elle soit, c'est l'engagement de la gouvernance des établissements. Euh, Sans engagement de la gouvernance, euh, toute politique restera une politique ou partielle ou un engagement de façade. Alors, qu'est-ce que j'entends par engagement de la gouvernance? Gouvernance, en général, on pense au directeur, on pense au président de CME. Euh, donc, l'affaire que tu viens de citer montre que quand quelque chose ne fonctionne pas dans un établissement, il faut que la gouvernance, le directeur et le président de CME soient prêts à reconnaître que ça ne fonctionne pas. Alors, quand il s'agit, je vais être peut-être un petit peu provocateur, mais quand il s'agit, par exemple, de sanctionner un agent administratif qui a eu un comportement condamnable, la décision va être prise, il va y avoir une procédure disciplinaire. Ça ne concernera pas le président de CME, mais ça concernera la direction. Ça concernera aussi à un moment, parce que dans la commission de discipline, le siège le président du conseil de surveillance. Donc ça concernera le directeur et ça va concerner le président du conseil de surveillance. Si ce président n'est pas décidé à s'engager et aller jusqu'au bout de ce qu'implique un engagement en matière de décision parfois difficile à prendre, ça peut aussi ne pas fonctionner. Après, il peut y avoir des cas de figure où peut être mis en cause un praticien dans un service d'un établissement dans lequel il y a très peu de praticiens de cette spécialité-là. À ce moment-là, évidemment, si des décisions qui doivent être prises, du type de celles qui ont été prises, qui ont été publiées hier dans la presse, c'est infiniment douloureux pour un établissement parce que ça peut vouloir dire purement et simplement l'arrêt d'un service. Et auquel cas, la décision, elle doit être partagée par tous. Ce qui est exemplaire dans ce que j'ai lu hier, c'est que c'est une décision qui est partagée par les instances de l'hôpital, mais aussi par l'ARS. La DGARS étant Clara Debord, qui est quelqu'un avec qui on a travaillé depuis très longtemps sur le sujet de l'égalité. Ça c'est partagé aussi par le CNG, parce que tout ça est infiniment complexe. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'engagement est un engagement à aller jusqu'au bout si nécessaire. Ça, c'est quelque chose de très important, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire reculer. Donc, je voudrais insister là-dessus, parce que le terme clarifier, enfin le verbe clarifier, qui est écrit sur cette ligne-là, est un verbe qui est chargé de sens. Donc, c'est cet engagement en amont qui nécessite une discussion claire, transparente, entre directeur, président de CME, direction des soins, et aussi président de conseil de surveillance, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental et précieux. Donc sur la construction du plan d'action, vous le voyez, des choses que vous connaissez, je pense. En tout cas, ça suppose une véritable démarche projet avec la constitution d'un comité de pilotage. Donc l'enjeu, c'est de le composer avec des personnes qui vont pouvoir contribuer à cette thématique de l'égalité, vont pouvoir communiquer, vont pouvoir être des leaders d'opinion sur ces sujets-là et vont avoir une influence sur euh, le service, le système, l'établissement. Des groupes de travail. Donc, avec les thèmes, on vous donnera après les thèmes obligatoires à travailler dans le cadre des plans d'action égalité. Donc, des groupes de travail à constituer, ça c'est en général toujours des choses que l'on fait quand on démarre une action, donc dans le cadre d'une démarche projet. Les recommandations, c'est d'avoir des enquêtes. C'est vrai que c'est bien d'avoir des éléments chiffrés. On nous les demande toujours parce que en matière d'égalité ou d'inégalité, euh,
en général, quand on parle d'écart de rémunération, de sexisme, de problèmes de parentalité, il y a encore parfois des gens qui sont interloqués, qui pensent que c'est pas possible, que le statut est protecteur, que comme il y a plus de femmes, ça n'est pas possible, que puisqu'on n'a pas de plainte, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, avoir des enquêtes internes, ça permet quand même de poser un cadre clair et de pas être dans toujours une interprétation ou une justification. Donc, les enquêtes internes, moi, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. On peut beaucoup plus facilement faire des sondages et des enquêtes. La NFH en propose aussi avec le baromètre social. Il y a un baromètre égalité. Vous pouvez faire quelque chose, voilà, de purement interne pour vous. En tout cas, c'est Egaïe fait aussi des enquêtes dans le cadre d'appels à projets. Donc vraiment, je pense que c'est bien parce que ça met une réalité de quelque chose qui est encore aujourd'hui parfois méconnu ou un peu caché sous le tapis, et que les enquêtes internes qu'on peut faire, c'est intéressant de les mettre en perspective avec des enquêtes externes. Il y a les enquêtes de données des à la santé, les chiffres ministériels, enfin voilà. Pouvoir dire les différences de salaire à l'hôpital, bah, c'est comme dans l'éducation nationale, c'est comme dans le secteur privé. C'est un vrai sujet, c'est voilà. Parce que ce qui est toujours compliqué, c'est quand euh, on doit gérer la culpabilité institutionnelle d'avoir peut-être méconnu ou pas vu des inégalités salariales ou des situations de VSS. Et les situations de VSS, parfois, c'est des situations très graves hein, dans les enquêtes internes. Parfois, il y a des gens qui peuvent indiquer qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des attouchements, enfin, des choses graves. Donc, c'est des moments qui sont pas neutres, mais qui, je pense, sont importants et qui, si on les fait de manière régulière, les enquêtes internes, servent aussi de baromètre et d'indicateur de résultat d'une démarche égalité. Cette partie-là est extrêmement importante. C'est une espèce de démarche de diagnostic préalable qui peut effectivement être douloureuse. Je faisais partie des gens il y a 15 ans qui étaient persuadés que les statuts de la fonction publique protégeaient des inégalités. Il y a 15 ans, je faisais partie des gens qui étaient persuadés que l'effectif d'un établissement de santé étant composé aux trois quarts de femmes, il ne pouvait pas y avoir de sujet d'égalité. Et en fait, je me trompais deux fois, euh, comme d'autres continuent d'ailleurs à se tromper aujourd'hui. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'on me mette sous les yeux effectivement un constat qui était fait dans l'établissement que je dirigeais, qui montrait que les inégalités étaient réelles, objectives, qu'elles étaient patentes. Et voilà, ce que vient d'expliquer Sophie, c'est que faire ce constat, reconnaître qu'on est imparfait, reconnaître que l'établissement qu'on dirige n'est pas égalitaire, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu douloureux. On a toujours envie euh, de montrer qu'on est exemplaire, qu'on dirige bien et que donc euh, ce genre de sujet n'existe pas. Donc, cette partie-là, cette partie qui est euh, la nécessité de faire un état des lieux, qui est devenue d'ailleurs une obligation, et qui aussi constitue, si je ne m'abuse, un des premiers articles de la charte de données des ailes, faire un état des lieux, faire un diagnostic, c'est une étape très importante dans la prise de conscience et dans l'engagement qu'il faut faire quelque chose, puisque quand on constate qu'il y a des inégalités, ben, il faut les corriger. Et vous voyez, on n'a pas mis enquête interne dans le début des différents items parce que je crois que ça ne doit pas être un préalable à la réflexion, mais ça doit venir alimenter la définition des actions. Donc aujourd'hui, il faut faire des choses pour l'égalité, il faut avoir un plan d'action égalité. L'enquête interne, elle vient pas justifier ce plan d'action égalité, mais elle vient l'enrichir, l'accompagner et elle permet quand même de poser les débats, puisqu'il faut présenter les plans d'action égalité en instance, dans toutes les différentes instances, avant la transmission à l'ARS. Donc, ces enquêtes, pour alimenter les actions, pour
poser le cadre en instance et pour servir de suivi si vous faites des enquêtes à intervalles réguliers. Et je pense que c'est voilà, une façon de venir évaluer ces actions-là, de faire des enquêtes à intervalles réguliers. Transmission à l'ARS, on l'a dit. Ensuite, publication et accessibilité du plan d'action, ça c'est important. C'est vrai que dès lors qu'on fait quelque chose, l'enjeu suivant, c'est comment on le communique. Comment on le fait connaître, comment chacun peut se saisir des actions qui sont mises en place, peut y contribuer, peut en bénéficier. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important et le suivi évidemment parce que sur les questions d'égalité, on reste quand même sur des actions souvent qui ont un effet sur du temps long. Donc c'est important de suivre, d'avoir des indicateurs clairs et de pouvoir communiquer de manière régulière. Il y a plein de façons de communiquer, il y a plein de journées autour des droits des femmes, de l'égalité, il y a des campagnes de communication nationale, donc il y a beaucoup de possibilités aussi de pouvoir bénéficier de tout ce qui est fait en dehors d'un établissement. Mais c'est important, voilà, pour que la culture égalité, elle soit diffusée, de communiquer de manière régulière et fréquente sur ces questions-là. Philippe, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non. Donc, je passe à la diapositive suivante. Donc, les plans d'action égalité dans les textes réglementaires doivent aborder certains thèmes obligatoires. Donc, quatre grandes thématiques. Tout ce qui a trait aux écarts de rémunération. Donc, il faut d'abord les évaluer, les prévenir et les traiter quand on les constate. Donc, moi, partout où j'ai travaillé, il y en avait hein, pour le personnel médical et non médical, les titulaires et les contractuels. Donc, je ne sais pas si c'était atypique, mais en tout cas, c'était constaté. Quand, voilà, dans les chiffres d'index égalité, ça se traduit. Garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade et emploi de la fonction publique. Donc là, on est vraiment sur les parcours de carrière, les avancements, voilà, toutes ces questions-là qu'on peut retrouver dans les lignes directrices de gestion, donc qui sont à traiter. Donc c'est parfois un peu plus difficile à faire pour le personnel médical, mais c'est pas impossible. Troisième thématique obligatoire, favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Donc là, c'est tous les sujets de conciliation vie privée, vie pro. Euh, Quand on a travaillé ces questions-là, on avait beaucoup travaillé sur le sujet de la maternité puis de la parentalité. Donc c'est vraiment des questions qui sont intéressantes. On n'est pas que sur les horaires des réunions. Il y a plein de choses à faire, surtout dans notre activité hospitalière où on est H24 et tous les jours. Donc la vie familiale et personnelle peut être largement impactée par l'activité hospitalière et la nature de l'activité hospitalière. Et enfin, quatrième thème, prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Donc voilà, on est sur tout le volet VSS, pardon, hop. Tout le sujet VSS qui est un thème obligatoire des plans d'action égalité. Donc, thème obligatoire 4, on peut mettre d'autres thèmes dans les plans d'action égalité selon les souhaits ou les besoins de l'institution. Mais en tout cas, ces quatre-là sont obligatoires et c'est ce que doit aussi vérifier l'ARS quand on transmet notre plan d'action. Philippe, je poursuis. Oui, 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 l'état de situation comparée, on vient d'en parler, hein, c'est encore une fois cette nécessité de partir d'un diagnostic partagé, partagé autant que faire se peut par l'ensemble des acteurs et des instances de l'hôpital. L'association Donner des ailes à la santé a travaillé à un guide de recommandation pour pouvoir aider les établissements signataires qui s'engagent dans une démarche égalité. Donc vous le voyez avec une progressivité dans la démarche et puis ce qui est souvent constaté, c'est que la charte et la signature de la charte entre l'association Donner des ailes à la santé et un établissement, elle vient lancer une dynamique de réflexion autour de l'égalité et un plan d'action. Donc les étapes
qui sont dans le guide de recommandation de l'association sont de, évidemment, lancer la dynamique. La charte peut être le début, dresser le diagnostic, on vient d'en parler, constituer des groupes de travail, élaborer le plan d'action, valider la feuille de route en instance. C'est bien aussi d'alimenter la réflexion des instances, pas uniquement à la fin, mais d'être vraiment dans voilà quelque chose qui s'alimente au fur et à mesure aussi des réflexions qui sont posées en instance au-delà des groupes de travail, mettre en œuvre cette feuille de route et maintenir la dynamique puisque voilà, c'est ce qui est vraiment la chose importante à pas louper dans une démarche projet, mais je pense que vous le savez. C'est-à-dire que parfois on met beaucoup d'énergie pour le début et la conception d'un projet et ensuite on est quand même appelé sur d'autres sujets, sur d'autres urgences, sur d'autres actualités. Donc c'est à prévoir dès le début comment on va travailler la mise en œuvre et cette dynamique autour de l'égalité. Dans ce même guide des recommandations, on a identifié des facteurs clés de succès qui étaient et qui demeurent hein, l'identification d'un référent égalité. Donc aujourd'hui, le référent égalité est obligatoire. Pour autant, il n'y en a pas forcément partout. Et ce qui nous semble vraiment être un facteur de succès, c'est qu'il n'y ait pas qu'un référent égalité, mais qu'il y ait plutôt un binôme. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a dans le binôme un représentant des médecins, pour être vraiment dans une représentativité personnel médical, personnel non médical. Je trouve que c'est intéressant quand on est en tant que directeur, on n'est pas référent égalité parce que comme ça, on peut aussi apporter des choses différentes. Donc, référent égalité, binôme référent égalité, c'est encore mieux et ça peut, pour nous, contribuer à la réussite d'une démarche. Il faut mobiliser les différents acteurs de l'établissement. Je pense que c'est une politique qui peut permettre d'embarquer toutes les composantes d'une communauté hospitalière, donc dans la diversité et la richesse qu'elle peut représenter. Donc ça, c'est important de vraiment veiller à mobiliser le plus de personnes possible dans le cadre de cette politique-là. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je parlais tout à l'heure de la sincérité de l'engagement de la gouvernance. Là, bien entendu, pour mobiliser, ça suppose une démarche de communication. Euh, alors, il faut que, euh, dans l'idéal, l'égalité doit devenir une culture d'établissement. Donc, ça implique derrière qu'il y a un gros travail à faire, euh, qui commence encore une fois par le partage du diagnostic au départ, même si j'insiste, ça peut être un peu difficile à faire, mais ensuite, partager les actions, partager, communiquer à tous les niveaux, en interne et en externe, euh, voilà, sur ce qui est peu ou prou une culture qui doit être diffusée. Donc, engagement et communication, dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. La communication n'a jamais remplacé l'engagement. Mais l'engagement sans communication ne suffit pas. Le troisième facteur clé de succès qu'on a identifié comme étant vraiment quelque chose d'essentiel, c'est d'intégrer cette démarche dans toutes les politiques sociales de l'établissement. Le sujet de l'égalité, si on veut qu'il irrigue les pratiques et transforme les organisations, parce que c'est cette question-là qui est importante et je crois que c'est aussi pour ça que ça figure dans la loi de 2019 de transformation. Il faut que ça soit dans toutes les politiques sociales et que ça soit pas le sujet d'une personne ou d'une direction. Sinon, c'est du travail en plus. C'est une préoccupation, euh, voilà, en plus de ce qu'on a à faire dans la priorité de chacun. Donc, il faut que ça soit vraiment un travail d'intégration dans toutes les politiques sociales et une question, un questionnement qui est intégré dans toutes les politiques sociales et toutes les directions d'un établissement. Ce qui suppose de travailler aussi, on n'a pas employé le terme, mais de travailler avec les organisations syndicales qui doivent être partie prenante de cette démarche-là. Donc, la reconnaissance du fait syndical, de l'engagement syndical, ça fait partie des facteurs clés de succès qu'il faut être capable de travailler. C'est pas toujours simple, les relations avec les OS. Elles sont parfois un peu compliquées, elles peuvent être parfois un peu tendues. Il n'empêche qu'il n'est pas question de faire des impasses là-dessus et que le dialogue social doit effectivement être imprégné
d'une démarche égalité digne de ce nom. Ensuite, on a identifié l'importance de créer des lieux d'écoute et d'échange pour pas que cette politique, elle soit uniquement top-down, mais que vraiment ça soit aussi le résultat de réflexion de terrain, de d'échange, parce que l'idée n'est pas d'apporter des solutions toutes faites, mais aussi de construire avec l'ensemble des professionnels. Donc, créer ces lieux d'écoute, d'échange, pour pouvoir se déplacer sur le terrain, en ça, avoir des référents égalité, c'est important et c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et enfin, adopter une posture pragmatique, progressive et valorisant les avancées existantes. Donc ça, dans tous les documents sur les démarches de transformation, on le retrouve. Mais c'est vrai que la posture pragmatique, elle est importante parce qu'on peut être très engagé. Moi, je dis toujours que je suis féministe et je l'affirme dans mes prises de parole, quand je dois le faire dans les établissements dans lesquels je travaille. Donc ça, c'est sûr. Euh, mais je plaide beaucoup pour que ce soit toujours des actions pragmatiques et utiles. C'est-à-dire qu'il faut que les gens y trouvent un gain. Euh, et il y a tellement d'actions possibles que ça n'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est important d'avoir toujours cette posture-là très pragmatique. Et la création de lieux d'écoute et d'échange permet aussi de réajuster quand il y a des choses qui peut-être ne correspondraient plus ou sont déjà faites. C'est-à-dire qu'on peut aussi passer des étapes dans le cadre des actions en faveur de l'égalité. Philippe, tu veux rajouter des choses? Il y en a d'autres des facteurs clés de succès. C'est en Je tout cas ceux suis qui nous semblaient essentiels à vous lister ce midi. sur cette dernière rubrique, c'est vrai de cette démarche, mais c'est vrai en général. C'est-à-dire, on ne construit bien que sur ce qui fonctionne, bien entendu, même si ça n'empêche pas qu'on peut toujours apprendre de ses échecs. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord sur la nécessité d'être pragmatique et en prise avec la vraie vie pour cette démarche-là. Dans le guide de recommandation de l'association Donner des ailes à la santé, on a aussi identifié des indicateurs de suivi et on recommande d'en suivre 7 dans trois items. Donc, des indicateurs sur la démarche elle-même, où on préconise de choisir 2 indicateurs de suivi. Donc, le premier indicateur sur la démarche, c'est le budget affecté à la démarche égalité. Alors, je sais pas vous, mais moi, dans mes expériences professionnelles, on raisonne assez rarement comme ça quand on démarre un projet dans l'hôpital, en tout cas sur les sujets RH. Le budget qu'on va affecter à une démarche ou à un projet, c'est pas toujours comme ça qu'on fonctionne. Pour autant, on s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que, par exemple, si ça coûte rien, bah, c'est peut-être bien de le mettre, hein, parce que ça peut être parfois quelque chose de facilitant. Ou ça peut, s'il y a un coût, par exemple le label égalité, c'est assez coûteux, mais le Fonds pour l'égalité professionnelle peut financer la démarche de labellisation. Donc c'est des choses voilà, où on peut aller chercher et trouver des ressources ou des fonds. Autre indicateur sur la démarche, le pourcentage d'action de la feuille de route, pardon, qui sont en cours de réalisation, ceux qui sont déjà finalisés, le nombre de personnes formées dans l'établissement. Donc ça va devenir une obligation, donc c'est bien, vous pouvez le prendre comme un indicateur sur la démarche. Et le nombre de communications internes réalisées dans l'année, ça aussi, ça peut être un indicateur de suivi intéressant pour voir la mobilisation interne qui a été faite. Ces indicateurs, vous pouvez les choisir aussi en instance, par exemple, hein. Ça peut être un bon élément de dialogue avec les représentants du personnel. Sur les indicateurs de suivi, là, on vous invite à choisir 3 indicateurs sur le vécu, c'est-à-dire dans le cadre d'une enquête, avec des items, des questions que vous pouvez poser. Avez-vous été victime de comportements sexistes ou de harcèlement au sein de l'établissement?
témoin, victime de discrimination, témoin de situations discriminantes. C'est vrai que c'est important d'être sûr est-ce que je suis victime ou témoin parce que ça permet d'inclure tout le monde et de voir aussi combien de personnes ont pu être témoins de ces situations-là et si elles ont pu agir. Et avez-vous connaissance d'actions mises en place dans votre établissement pour favoriser l'égalité? Donc, ces questions-là, avoir au moins trois de ces questions-là dans votre enquête, c'est quelque chose qui est important et c'est des questions que vous retrouvez dans le baromètre de données des aides à la santé. Donc, ça peut aussi vous permettre de pouvoir comparer vos résultats à ceux d'un panel plus large et externe. Enfin, dernier groupe d'indicateurs pour une démarche égalité, avec une proposition de choisir deux indicateurs sur l'impact d'une politique égalité. Donc, un indicateur sur l'écart de rémunération, un indicateur sur le pourcentage de femmes parmi les 25 plus hautes rémunérations. Vous savez qu'aujourd'hui, on est obligé de publier le pourcentage, enfin, la répartition hommes-femmes des 10 plus hautes rémunérations. Donc là, on voulait inclure un petit peu plus largement donc les 25 plus hautes rémunérations et ensuite des éléments autour de la parité ou de la représentativité des respectifs des hommes et des femmes au sein des instances, parmi les chefs de service, parmi les chefs de pôle et parmi le corps des PUPH, MCUPH, PH ou autres, c'est-à-dire autres dans les statuts médicaux, à toujours comparer au pourcentage de femmes médecins ou de femmes dans l'établissement, puisque c'est vrai que on a dans les hôpitaux plus de 75% de femmes, donc on trouve rarement cette même représentation-là dans les instances, dans les postes à responsabilité. Donc c'est intéressant de toujours le remettre en proportion de la représentativité dans le corps. Philippe, je te passe la parole sur les thèmes du plan d'action de Béziers. Oui, alors vu l'heure, je vais aller assez vite parce que je pense qu'il doit y avoir quelques questions auxquelles nous allons répondre. Ce que je voudrais dire pour introduire l'exemple du plan d'action que nous avons déployé à Béziers, c'est que pour moi, une démarche égalité, ça m'a permis d'aller de découverte en découverte. Travailler à réduire les inégalités, c'est finalement rencontrer, je parle au passé parce que ça fait maintenant de nombreuses années, rencontrer toutes les problématiques RH qui sont depuis devenues des enjeux stratégiques. Ça ne l'était pas il y a 15 ans, ça l'est devenu aujourd'hui. Le sujet que vous avez devant vous, confiance en soi, l'empowerment, tout ce que ça suppose derrière en matière d'accompagnement, mentorat, coaching, codev, développement personnel, etc., etc., c'est devenu, et encore une fois, ça ne l'était pas, c'est devenu des outils qui sont aujourd'hui des outils quasiment du quotidien pour le management. Les VSS, je ne reviens, les violences faites aux femmes. Le sujet là dont j'ai envie de parler, dans le très peu de temps qu'il reste, c'est la maison des femmes. Il y a aujourd'hui entre 20 et 30 maisons des femmes qui ont ouvert sur le territoire. Dans l'Hérault, nous avons la chance d'en avoir deux. Donc il y en a une à Montpellier, il y en a une à Béziers. C'est un outil formidable, j'y étais encore il y a 2 jours. C'est un outil indispensable et malheureusement indispensable d'ailleurs. Et voilà, nous avons réussi à ouvrir une maison des femmes il y a 6 mois et croyez bien que qu'elle est extrêmement utile, extrêmement utilisée et amenée à se développer. Le sujet de la santé des femmes, je ne vais pas être long, je vais vous inviter à découvrir les travaux de Muriel Salles sur le sujet, qui publie des choses formidables que j'ai rencontrées hier, qui va bientôt sortir un livre, mais le sujet de la santé des femmes, c'est évidemment un sujet majeur pour les établissements de santé, et c'est un sujet qu'on a découvert il y a 15 ans, avec, pour ce qui me concerne, beaucoup de surprises. Enfin, je n'imaginais pas que ça pouvait être un sujet. J'ai appris que ça l'était et donc il y a un traitement envisagé. Je voulais finir par la parentalité.
Il y a des présentations de données des ailes qui montrent très bien, avec des projections, que le moment de la maternité, c'est un moment clé pour l'orientation des carrières. Et que donc ce moment de la maternité fait que les femmes accèdent moins aux postes d'universitaires, de PUPH, MCUPH, ou de PH aussi, de chef de service, etc., etc. Donc, le travail de la parentalité que nous avons engagé, c'est un travail de fond. Donc, Sophie a changé d'établissement depuis, mais enfin, c'est elle qui l'a initié et qui l'a mis en œuvre. Euh, En deux mots, d'abord, toutes les femmes enceintes sont reçues soit à la DRH, soit à la direction des affaires médicales et sont systématiquement félicitées et on leur offre un cadeau. Ça, c'est le début de l'histoire de la maternité à Béziers. Et ensuite, on ne nie pas le fait qu'une maternité, ça veut dire une absence, ça veut dire une désorganisation dans un planning. Donc, on fait en sorte d'accompagner les services qui sont concernés, d'accompagner les acteurs qui sont concernés, de ne pas les laisser tout seuls résoudre le problème de cette absence-là. Et après, il y a la phase du retour, qui n'est pas simple non plus. Le retour au travail après un congé mat, c'est quelque chose d'important qu'on essaie d'accompagner aussi. Voilà, je ne veux pas être très long. Je suis prêt à ce qu'on organise un nouvel atelier pour qu'on puisse avoir 2 ou 3 heures de plus, Géraldine, pour raconter tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Effectivement, c'est une bonne idée de pouvoir refaire un atelier sur ce sujet. Il y a pas mal de questions qui sont remontées dans le chat, donc je vais vous les poser si vous êtes OK, Sophie et Philippe. Il y avait une question sur les enquêtes internes. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser une enquête nationale pour pouvoir ensuite comparer avec ses résultats internes dans l'établissement, ou est-ce qu'il vaut mieux faire et adapter à son établissement une enquête, ou alors un mix des deux? Moi, je dirais que toutes les solutions sont bonnes. Parce que dans la manière dont tu as posé la question, tu as évoqué les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Si c'est propre à l'établissement, c'est adapté, c'est en prise avec le terrain, donc c'est utile. Si c'est quelque chose qui est externe, c'est utile parce que ça permet de se comparer. Et, et le mix des deux est utile aussi. Donc moi, je répondrai spontanément que toutes les méthodes sont bonnes. Très bien. On avait une question aussi sur la taille de l'établissement. À partir de quelle taille d'établissement ces comparaisons sont-elles statistiquement fiables? Est-ce que pour des petits établissements moyens de moins de 800 agents, c'est faisable? De faire une enquête interne? Ouais, Ah ben oui, oui. Oui. Les entreprises peuvent le faire aussi en étant beaucoup plus petites. Nous, on a toujours l'impression que 800, c'est petit, mais c'est pas si petit. très bien. Il y avait aussi la question sur la position de la gouvernance, qui effectivement, vous l'avez dit à plusieurs reprises, est primordiale. La question, c'est quels sont les recours devant une gouvernance qui ne saisit pas la problématique? Alors là, c'est une bonne question, celle-là. Bah, Euh, des chiffres, je pense qu'il faut toujours essayer de négocier une capacité à agir. Donc ça dépend de quel poste on occupe, mais déjà dans les prérogatives de son poste, voir ce qu'on peut faire, tester. C'est-à-dire que l'égalité, ça peut être une grande stratégie d'établissement, ça peut aussi être un début d'action dans un service. Donc, je crois que il faut commencer à trouver un espace de réflexion et de construction d'action là où on est, si la gouvernance n'est pas prête. Et ensuite, je pense que avoir des éléments pour convaincre avec toutes les enquêtes et les études, et il y a aussi, je ne l'ai pas mis dans les ressources, mais beaucoup de littérature sur l'efficacité des politiques égalité en matière d'attractivité, en matière d'efficience économique, enfin de tout quoi. Donc vraiment, on peut trouver, si on a besoin de convaincre, beaucoup d'éléments et puis ensuite il faut négocier, je crois. Une question peut-être aussi qui est en rapport, c'est est-ce que les indicateurs pourraient être fournis pour des financements publics aux établissements dans le cadre de l'EGA conditionnalité?
Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est, je crois, envisagé, mais je crois que Nicolas Delmas était connecté, donc je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ce sujet-là, dégâts conditionnalité, je l'avais travaillé pour, par exemple, les projets, c'est-à-dire comment on donne, vous savez, il y avait la prime d'engagement collectif, donc les gars conditionnalité, ça pouvait être un des critères de cette prime d'engagement collectif. Ça peut être un sujet quand il y a des fonds de dotation, enfin voilà. En tout cas, les gars conditionnalité, on peut aussi la travailler à l'échelle de son établissement. Mais dans les financements publics, je crois pas qu'aujourd'hui ça soit un sujet, pour ce qui concerne les hôpitaux en tout cas. Très bien. Une question aussi sur où peut-on trouver des ressources sur les démarches possibles et les sanctions en cas de comportement sexiste en dehors des démarches pénales. Il y a des choses que vous pouvez trouver sur ben, je crois sur le site du CNG, il y a des choses qui sont qui existent et la DGAFP a fait des choses. Le ministère de la fonction publique a publié des choses sur les sanctions, les procédures disciplinaires, les enquêtes pour les fonctionnaires et avec une annexe sur les médecins. Sur comment faire une enquête, enfin ça vous avez. Et puis il y a toutes les formations possibles là, sur les VSS. La NFH propose beaucoup de formations autour du repérage, de la prévention et de la lutte contre les VSS. Et dans la lutte, ben, il y a les sujets disciplinaires. Une question qui concerne les écarts de rémunération que vous avez pu observer pour savoir, pour préciser sur quel point vous les avez observés. Est-ce que ce sont les titulaires, également les CDD, les personnels non médicaux, les personnels médicaux? Surtout tout le monde. On a Il y C'est a vu des écarts de toujours, rémunération. Les taux varient selon qu'on est personnel médical, non médical, et titulaire et contractuel, mais c'est surtout les corps et grades qu'il y a des écarts de rémunération, en tout cas là où moi j'ai travaillé. Et quand on le regarde sur les chiffres du ministère, c'est aussi, à ma connaissance, des derniers chiffres que j'ai regardés, des choses que l'on retrouve quel que soit le statut. pour répondre à plusieurs questions en une seule fois, Géraldine, quand on a lancé la démarche égalité, c'était dans un petit établissement. C'était il y a 15 ans. Je n'étais pas convaincu, donc la gouvernance n'était pas convaincue, et c'est Sophie qui a insisté, qui n'était pas DRH, je le dis aussi, qui était directrice adjointe, mais pas DRH. Donc qui a insisté, qui m'a mis un bilan sous le nez, et quelque part, c'est ce travail-là, qui fait que nous nous sommes engagés. Mais c'était un petit établissement, et les données que nous avons mesurées, que je croyais liées à la faiblesse des effectifs, voyez-vous, je disais, mais c'est parce que c'est des petites séries, donc c'est pas, euh, c'est pas représentatif. On cherche toujours des explications personnelles, ceci, cela. Mais en fait, les chiffres dans un petit établissement étaient exactement les mêmes que dans les très grandes séries de la fonction publique, exactement les mêmes, à la virgule près. Donc la réalité, je crains qu'elle ne soit la même partout, mais cet exemple montre que on peut le faire dans des petits établissements et peu qu'on peut arriver à convaincre la gouvernance, puisque on est arrivé à me convaincre à moi qui n'était pas convaincu au départ. Je le reconnais. Et effectivement, d'où l'importance d'aller bien en granularité dans cette Oui, première analyse et de bien chiffrer les choses corps de métier par corps de métier pour essayer d'avoir des éléments intéressants. ouais. Une question sur, existe-t-il des référents, enfin des réseaux plutôt de référents égalité mis en place par les ARS ou alors au moins des personnes contacts sur le sujet? Il faut se renseigner auprès de son ARS parce que normalement, il y a une ou un référent égalité par agence régionale de santé qui anime le réseau des référents égalité des établissements. Et Mais c'est tout. effectivement, je rajoute que c'est très variable d'une ARS à l'autre. Oui. On a par exemple l'ARS Grand Est où la référente égalité est extrêmement investie avec effectivement Mm. un réseau de référents égalité qui est très bien constitué. C'est peut-être pas forcément le cas pour toutes les ARS et quand Donner des ailes à la santé s'engage sur une signature institutionnelle avec une ARS, c'est un point qu'on essaye effectivement de pousser parce que c'est très important d'avoir ce réseau et ce partage d'expérience. Absolument, c'est variable en fonction des régions. Je regarde ce qui nous reste comme question avant de conclure. Peut-être une dernière question. Alors oui, le webinaire est enregistré. Il sera possible de l'avoir en replay. On a eu beaucoup de questions sur la possibilité d'avoir vos diapos. Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe et Sophie, pour ça? Bien sûr.
Donc, on partagera effectivement le diaporama aux participants du webinaire. Peut-être une question pour terminer. Quel livre conseillez-vous pour débuter sur le sujet pour un référent égalité fraîchement nommé? Je vais laisser Sophie répondre. Euh, alors, je sais que Marie-Gabrielle Vessière-Bonnet est en ligne. On a avec Marie-Gabrielle, qui est DRH à l'HAD de la PHP, écrit un livre qui vient de sortir sur construire l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière, qui est, c'est pas un guide, mais en tout cas, vous pouvez y trouver, je pense, les réponses pour pouvoir développer un plan d'action égalité et trouver des exemples, des témoignages. Je vous le montre. On vous mettra le lien si vous voulez. C'est dans la collection LEH. Je sais pas si vous le voyez. Oui, Oui. Voilà, ça c'est. On a essayé en tout cas de tout y mettre pour que les professionnels des hôpitaux aient des choses simples, pratiques et exhaustives pour agir en faveur de l'égalité. Après, il y a une bibliographie dans ce livre-là aussi pour accompagner un déploiement. Donc Sophie et Marie-Gabrielle l'ont écrit, moi je l'ai lu, et donc en tant que lecteur, je conseille vivement la lecture de ce livre, parce il y a tout ce qui est utile aux établissements. Merci parfait. Philippe. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci à tous les deux. Merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire et participé activement par vos questions. Effectivement, je crois que ce sera l'occasion d'en refaire un l'année prochaine pour qu'on suive régulièrement l'évolution des choses. Euh, on aura un prochain atelier digital donner des ailes à la santé qui sera le jeudi 8 janvier. Donc, vous pouvez déjà noter dans vos agendas. Jeudi 8 janvier, toujours entre 12h30 et 13h30. Et cette fois-ci, le sujet, ce sera la place des femmes dans l'innovation en santé. Et c'est Marine Darnaud qui viendra nous en parler. Voilà, merci à tous. Merci Philippe, merci Sophie et à très bientôt. Merci à Merci. tous.